Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Donc comme prévu, on rentre un petit peu en profondeur dans les livres d'armée. Donc là on va commencer avec les Old Dominion, l'armée de morts-vivants romaine. Donc je vais éplucher un petit peu toutes les fiches d'unités. Donc je vais me concentrer sur les unités existantes et non l'entièreté du livre de règles pour pouvoir en fait couvrir les unités au fur et à mesure. Et là comme ça on va vraiment parler de ce qui existe actuellement et de ce qui est vraiment jouable en figurines sorties par l'éditeur. Donc on va commencer par bien entendu les règles génériques de l'armée, après on va passer par les personnages et on va remonter toutes les unités. Alors pour commencer, parlons de la règle Animate Vessel. Vessel, Animate, Vessel, tout dépend de l'accent. Ça c'est une règle générique d'armée que vous allez retrouver au tout début du bouquin, qui est décrite parce que vous allez retrouver dans quasi-totalité des entrées du livre de règles de l'armée, à part 2 unités qui seront humaines. Clairement ça va être la règle en fait qui va être mise sur tout ce qui est mort-vivant. Pour faire simple, donc ça va vous donner la règle terrifiant 1. Donc terrifiant 1, pour rappel, ça va, vous allez déprécier la résolution de votre adversaire de 1 dès que vous allez être au contact avec lui. Et autre effet qui se coule de cette règle, vous ne pourrez pas faire l'action inspirée. Ça c'est très important. Donc, vos morts vivants ne pourront pas s'inspirer, enfin ne pourront pas faire l'action inspiration. Donc ça c'est important. Cependant, vous avez quand même accès à l'inspiration qui est donnée quand vous faites une charge. C'est-à-dire que l'action inspirée, qui est une action proprement dite, vous ne pouvez pas la faire. Par contre, quand vous effectuez une charge, une action de charge, l'action de charge fait que votre unité est inspirée automatiquement grâce à la charge. Donc ça, vous en avez quand même le bénéfice. Autre point, qui n'est pas des moindres, le fait de cette règle Animate Vessel, c'est que vous n'avez pas à faire de test de résolution. Toute votre armée, avec cette règle-là, n'a pas de caractéristique de résolution. Donc ce qui fait que vous ne testerez jamais votre morale. Par contre, bien entendu, elles peuvent quand même être brisées. Donc voilà, ça n'empêche pas d'être brisé parce qu'on n'a pas de morale, qu'on ne peut pas être brisé quand même dans les règles. Ça ferait quand même beaucoup de bonus parce que même si on a un malus de ne pas avoir l'inspiration, mais vous allez voir que c'est pas... Voilà, ils ont d'autres petites mécaniques pour compenser ça. Mais voilà, donc pour résumer, vous avez la quasi-totalité de l'armée qui a le terrifiant 1 grâce à ça, qui ne peut pas s'inspirer, mais qui s'inspire quand elle charge, et qui ne fait jamais de test de résolution, et qui n'a pas de caractéristique de résolve, et qui peut être brisé. Vu qu'ils n'ont pas le droit de faire l'action inspiration, inspirer, nos amis les Old Dominion ont une autre règle qui s'appelle la Memory of Old, la mémoire des anciens. En fait, pour rappel, c'était un peuple très puissant à l'époque où ils étaient vivants. À leur apogée de leur technologie, de leur science et tout ça, ils ont eu un petit souci et tout le monde est mort. Pour faire simple, on va pas rentrer dans le détail. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller voir les vidéos qui ont été faites par Barbusing Games ou Wiki TV sur le lore. Elles sont très bien faites, rapides et très claires. Où là vous comprendrez un petit peu mieux ce qui s'est passé dans leur civilisation notamment. Et pour les autres. Alors Memory of Old, en fait, c'est-à-dire que ça va être une action qui va vous permettre de vous souvenir en fait de l'ancien temps quand les mecs étaient vivants et de leur technique de combat. Donc en gros, pour la faire simple en termes de jeu, c'est une action que vous allez pouvoir faire et ça va vous débloquer des règles. Soit un événement de tirage ou soit un bonus de règles, une règle spéciale supplémentaire qui va s'appliquer tout de suite. Mais il n'y a pas que ça. La Memory of Old, elle va évoluer au fur et à mesure aussi de la partie et au fur et à mesure de vos dégâts. C'est-à-dire que l'armée de morts vivants, plus elle va avoir de morts, plus elle va être forte. Donc je vous disais, le Memory of Old va évoluer avec le temps. Donc en fait quand vous jouez Old Dominion, vous devez faire une pile de tokens qui va monter au fur et à mesure de la partie. C'est pas dur, c'est ce qu'on appelle la pile de sombre pouvoir. À chaque fois que vous allez perdre un stand, vous allez mettre un token de côté. Et vous voyez là il y a le petit tableau du coup qui vous donne une petite explication donc sur un format de 2000 points. Donc ça c'est modulo, forcément si vous êtes à plus petit format, vous allez réduire le nombre de tokens nécessaires pour changer de tiers. Donc vous voyez que on reste sur la base de 2000 pour l'exemple. En tiers 1, donc vous êtes d'office en tiers 1 dès le départ, il vous faut de 0 à 7 tokens. Dès que vous aurez perdu 8 stands, donc vous aurez marqué 7 tokens, vous allez passer en tiers 2. Dès que vous allez avoir perdu 17 stands, vous allez passer en tiers 3. Et après ainsi de suite, ainsi de suite. Et les tiers, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner des bonus supplémentaires au fur et à mesure. En fait, chaque tiers va vous augmenter la puissance du reste de l'armée. Donc ça sera un partage de 250 points pour l'ajustement du tableau quand même. Donc ça c'est prévu dans le livre de règles. Hein. Quand vous avez un format de standard à 2000, c'est de 0 à 7 tokens pour le tiers 1. Si vous êtes à 1500 points par exemple, ça va être de 0 à 3 tokens. Parce que vous enlevez 2 tokens pour chaque tranche de 250 points. Au même titre que si vous jouez à 2250 points, et ben ça va être jusqu'à 9 tokens, vous serez toujours dans le tiers 1. Donc de passer au tiers 2, ça vous donne quoi?
Et bien, tout simplement, quand vous serez au tiers 2, tous les régiments de l'armée qui sont encore en vie sur la table, en fait, ils vont avoir un bonus. Et bien, tout simplement, ça va être que leur Memory of Hold, leur action de Memory of Hold, va maintenant devenir un événement de tirage. Donc, plus besoin de faire l'action. Ça sera, vous l'aurez automatiquement quand vous allez tirer la carte. Vous aurez la règle qui est attachée à la Memory of Hold, pardon, de votre unité. Ce qui vous permet du coup de faire vos 2 actions normalement. Ensuite, quand vous serez au tiers 3, qu'est-ce que ça vous donne? Et bien, ça vous donnera le droit de faire les 2. C'est-à-dire que votre Memory of Hold sera un événement de tirage et en plus, vous pourrez bénéficier de la même règle en faisant l'action, donc l'action Mémoire des Anciens, Memory of Hold, qui vous permettra du coup, dans le cas de certaines règles, typiquement comme le Bastion plus 1, de cumuler les 2. Vous aurez Bastion plus 1 avec l'événement de tirage et vous aurez également un Bastion plus 1 si vous faites l'action Mémoire des Anciens, ce qui vous permet de vous avoir un plus 2 en défense au total. Donc ça va pouvoir se cumuler, mais ça va dépendre des règles. Ça ne va pas se cumuler à chaque fois. Allez, commençons avec les personnages, rentrons dans le vif du sujet. L'archimandrite pour 100 points. Donc ça va être un sorcier, hein, donc il est le personnage de taille médium, 5 en mouvement, 1 bien sûr c'est de l'infanterie, pardon, j'ai pas précisé. 1 en volée, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 1 en défense et 2 en esquive. Donc c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un sorcier. Il a comme règle spéciale, comme je vous l'ai dit, à part 2 unités dans l'armée, Animate, Vessel, Dévot et Prêtre 6. Prêtre 6, c'est ce qui va lui permettre d'utiliser des sorts à hauteur de 6 dés. Donc regardons un petit peu de plus près qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage là. Donc déjà, si vous le sélectionnez comme seigneur de guerre, comme votre général, il aura le droit à son aptitude de suprématie qui sera le Scholar of the Profile. Vous avez vu, je m'améliore sur l'accent. Donc en fait, quand vous avez ce personnage là en tant que général, il a son aptitude de suprématie, elle est en 2 phases. Il y a une phase qui est active tout le temps, c'est-à-dire que ce personnage peut relancer 2 sorts en fait, au lieu de lancer qu'un seul sort, il peut lancer 2 sorts par tour. Deuxième effet qui se coule, une fois par partie, vous pourrez dire j'active ma suprématie en plus, la deuxième partie, le deuxième paragraphe, qui va faire que vous allez pouvoir relancer l'entièreté de vos dés, si vous le désirez, sur des lancements de sorts pour ce tour. Donc l'archimandrite, elle a 4 sorts. Sur les 4 sorts, il y en a 3 qui vont se jeter à 12 pouces, pardon, et un qui va se lancer à 8 pouces. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on va pas éplucher tous les sorts de chaque personnage, de chaque unité, parce qu'il y en a vraiment beaucoup chez les Hold Dominion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'archimandrite, vous pouvez en faire un gros soigneur, parce qu'il a un sort de soin qui va permettre de soigner 1 point de vie plus X, X étant le nombre de tokens que vous avez dans votre Dark Power Pool, dans la pile de sombre pouvoir, donc ça peut vite monter. Et derrière, vous avez un sort de blast qui va vous faire des touches avec un armure piercing. Donc vous pouvez en faire un mage qui va faire des bâches. Vous avez un sort qui va permettre d'augmenter l'aura de mort ou de donner l'aura de mort à une de vos unités. Et sachant que c'est pareil, c'est un aura de mort qui va être plus X, X étant pareil le nombre de tokens dans votre Dark Power Pool, donc la pile de sombre pouvoir. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la pile de sombre pouvoir est vraiment importante. Ça permet en plus de buffer vos unités quand vous allez avoir des morts, mais aussi buffer les sorts de vos magos. Donc c'est vraiment important. Ensuite, que dire de plus, donc à vous après, j'ai envie de dire, de choisir comment vous allez orienter votre mago. Soit vous le faites simple, ou soit vous l'équipez à balle et vous pouvez faire un perso à 150, 160, 170 points qui va vraiment envoyer la sauce, soit en blast avec ses sorts. Alors attention, par contre, parce qu'il y a de la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, c'est-à-dire que plus l'unité ciblée va être grosse en effectif et plus votre sort va être compliqué à réussir. Ça peut se contrer grâce à des boosts que vous allez donner avec des équipements que vous allez pouvoir mettre à votre personnage, éventuellement pour contrebalancer si vous souhaitez utiliser ces sorts-là contre des grosses unités. Mais très bon petit personnage de soutien et qui va vous faire plein de miracles, que ce soit en blast ou que ce soit en soin. Clairement, moi il y a 2 optiques avec lui. Après vous pouvez balancer 2 sorts par tour, donc soit vous pouvez faire un blast et du soin, ou vous pouvez augmenter l'aura de mort d'une de vos unités et vous soigner si besoin. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités du fait qu'il puisse lancer 2 sorts de base. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite, pour finir sur ce personnage, la Warband. Qu'est-ce qui vous permet de débloquer comme unité et à quoi il a accès comme type de retenue et d'équipement? Donc pour sa Warband, il va avoir accès en unité de Mainstain, donc les unités de base, aux cultistes, aux Keres et aux légionnaires. Les cultistes ne sont pas encore sortis, donc on va rester sur ce qui existe. Donc à l'heure actuelle, pour pouvoir le jouer en Mainstain, vous aurez les Keres et les légionnaires. Et en restreint, vous allez pouvoir avoir en unité qui existent les bonnes golems, les Moroi et la garde prétorienne, et qui ne sont pas encore sortis, les Profane Sepulchres. Ensuite, il a accès à des retenues comme beaucoup de personnages.
Donc il a accès à une seule retenue pour lui, c'est l'arcane. Donc c'est le domaine de la magie, hein, ça va être les retenues qui vont booster la magie, clairement. Donc, heureusement, c'est un sorcier, il n'a pas accès au combat, notamment, ou au Regalia of Dominion. Et ensuite, il a accès au Dark Blessing, toujours pareil, dans le domaine des arcanes, sont un peu assimilés à des additions de règles spéciales, d'objets magiques, on va dire, au niveau du Dark Blessing. Donc concernant la Warband, je reviens un peu dessus parce que avec quoi on peut le mettre comme unité. Donc vous ne pourrez pas le mettre dans les Keres. Il vous débloque les Keres, mais les Keres sont une règle spéciale, on va y voir, on va y venir plus tard, qui fait qu'ils ne peuvent pas être rejoints par des personnages. Donc la seule unité éligible aujourd'hui pour mettre un Archimandrite dans une unité, c'est les Légionnaires en Mainstein, ou alors la garde prétorienne. Parce que les Moroi ont le même problème, ils n'ont pas le droit d'être rejoints par des personnages, et les Bone Golems sont des brutes. Donc à l'heure actuelle, vous avez soit les Légionnaires, soit les gardes prétoriennes. Moi j'aurais tendance à dire plutôt les légionnaires parce qu'ils sont pas chers. Enfin c'est voilà, par rapport aux gardes prétoriens, ils sont vraiment pas chers. Donc les légionnaires, et ça lui fera un petit chausson pour le promener. Donc ça on verra après quand on va attaquer l'unité légionnaire comment on peut les jouer et à quel format. Mais moi je privilégierais les légionnaires dans un premier temps. Là je vais vous proposer un petit panel d'équipement pour pouvoir le mettre. Alors là je suis parti sur un mode gros sorcier qui tâche et qui va envoyer du lourd. Donc là on arrive à un personnage à 195 points. Donc ça commence à faire énormément, mais vous allez voir qu'il envoie vraiment du lourd. Avec le trésor consacré de Mitre, la bénédiction sombre qui est le dévot d'Azalia et les 3 suites tactiques. On cumule tout ça. Alors le trésor du coup fait qu'en fait il va pouvoir avoir plus 1 à son niveau de prêtre pour chaque marqueur de sombre pouvoir que vous avez dans votre pile. Donc votre pile elle va monter au fur et à mesure de la partie et votre prêtre il va devenir de plus en plus puissant en termes de lancement de sorts. La bénédiction sombre que je lui ai mis, elle va lui faire qu'il va relancer les 6 quand il va lancer des sorts. Et les arcanes, eux, le premier niveau d'arcane va vous faire que vous allez avoir plus 1 à votre niveau de prêtre. Le second va réduire la mise à l'échelle, donc les sorts qui ont une mise à l'échelle de 2. Et le troisième niveau arcanique va faire que vous allez transformer automatiquement un échec en réussite. Avec cette compo qui est relativement chère, on est d'accord, maintenant il envoie du lourd. Il va être prêtre 7 de base, il va très vite monter en niveau grâce au token de sombre pouvoir. Et imaginez, admettons, vous avez 10 marqueurs sur votre pile de sombre pouvoir, ça veut dire qu'il est niveau 17 en prêtre. Il va faire en gros 15 à 17 touches parce que entre les relances, les transformations, son niveau en fonction du sort, enfin vous avez un potentiel de 17 touches à ce niveau-là. Quand vous faites le sombre, le toucher d'Azlia, pardon, vous pouvez mettre potentiellement 15-17 touches à Armor Piercing 1 à 12 pouces. Et là ça commence à causer quand même. Il est plus puissant qu'une unité de tir en fait. Bien entendu c'est juste une idée comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de le jouer comme ça, on peut le jouer à peu près à poil et il fera aussi le taf. Poursuivons avec le Hiérodéacon pour 80 points. C'est un personnage léger qui a 5 en mouvement, 0 en volée, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 1 en défense et 2 en esquive. Vous voyez pas des caracs non plus de guerrier, hein. C'est encore un magicien. Donc en règle spéciale, bien entendu, l'animate Vessel, le dévot et le prêtre 5. Donc là pour le coup c'est un prêtre. Donc ce petit prêtre a un petit événement de tirage, le Dark Shepherd. Cet événement de tirage va tout simplement vous permettre, quand vous allez activer votre figurine, de tuer automatiquement un des stands d'une unité qui se trouve à 12 pouces de lui. Alors vous allez me dire, ouais, on tue ses propres unités, bah, ça sert à quoi? Tout simplement, ça vous permet de marquer un token sur votre pile de sombre pouvoir. Alors se tuer un stand, ça peut être chiant, mais rappelez-vous que le perso d'avant, c'est un gros soigneur. Donc c'est pas vraiment handicapant et au contraire c'est justement une bonne combo en fait, c'est que vous avez un perso qui va pouvoir vous enlever un stand et puis derrière vous avez votre autre mage qui va pouvoir vous soigner et même lui-même. Donc ce putre prêtre connaît 2 sorts. Le premier ça va être un sort qui va permettre de mettre des baffes, tout simplement c'est un sort de blast hein, qui va vous mettre X touches plus le nombre de jetons dans votre pool de sombre pouvoir avec une difficulté à 2. Ensuite, le second, le Dark Supplication, ça va être tout simplement, vous allez mettre un jeton dans votre Dark Pool en plus. Donc là, c'est clairement un personnage, hein, entre son événement de tirage plus son sort, moi je l'utiliserai que comme ça. Perso, par tour, il vous assure 2 jetons sombre pouvoir en plus sur votre pile. Et ça, c'est plutôt cool. Ça va faire que votre pile, elle peut vite monter. Donc, concernant la Warband pour ce petit sorcier, donc en Mainstein, en unité de base, il va avoir accès aux légionnaires uniquement actuellement, parce que les cultistes et les centaures Kérikes ne sont pas encore sortis. Et en restreint, il va avoir accès aux Kenafor, aux Caryatides. C'est les dernières sorties qu'il y a eu très récentes pour les Old Dominion. Et les Buxiephaloid et les Ashashin ne sont pas encore sortis. Donc ça vous laisse quand même le choix au niveau des restreints. Bon, le légionnaire étant la troupe un peu emblématique et un peu de base de l'armée, c'est pas trop gênant qu'il ait accès que ça pour l'instant.
Maintenant, bon, on fait avec. Ensuite, question retenue, il n'a accès comme son homologue sorcier, il a accès que aux arcanes au niveau des retenues et au Dark Blessing arcanique comme l'autre. Là pour ce petit prêtre là, du coup là je vous proposerai une combinaison un petit peu plus low cost que le premier, on va pas faire le fifou sur tous les persos quand même. Donc ça serait une compo à 90 points avec juste un équipement qui lui permet d'augmenter la distance de son événement de tirage qu'il a nativement, qu'il passera à 18 pouces. Après vous avez encore des possibilités, hein, bien entendu il a accès aux arcanes, donc vous pouvez le buffer à mort aussi grâce aux retenues arcaniques, vous pouvez lui mettre plein de plus d'objets. Mais après voilà, ça sera des compositions que vous pourrez choisir et varier les plaisirs avec l'utilisation du personnage. Passons maintenant aux personnages qui vont commencer à mettre des tatanes. Le Xiliarque, qui est un perso à 90 points, qui était de l'infanterie de taille médium, de classe médium, pardon. Mouvement 5, 0 volée, 5 en attaque, 3 en clash, 5 en attaque, 5 points de vie, 2 en défense, 1 en esquive. Il a deux règles spéciales, l'animé de vaisselle comme tout le monde, et le cleave 1. Donc vous voyez les caracs standards un petit peu d'un personnage, plus de combat. Déjà avec ses 5 attaques clash 3 de base, et son cleave 1, donc il est déjà correct. Donc la suprématie du Xiliarque, elle a deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, ça va vous permettre d'atteindre le niveau 4 de votre pile de sombre pouvoir. Vous allez me dire, mais non, mais tout à l'heure, on a parlé que de 3 niveaux. Et bien en fait, il y a bien 4 tiers. En fait, je me suis arrêté à 3, parce que je voulais l'expliquer là. Parce que le tiers 3, en fait, le tiers 4 n'est pas accessible de base. Vous l'avez dans le tableau nativement quand vous arrivez à 22 tokens, mais vous ne pourrez pas activer les capas qu'à partir du moment où vous avez un Xiliarque ou un Stratégos qui est général, parce que c'est eux qui ont cette capacité-là de débloquer ce tiers et ses compétences. Donc le tiers 4 va faire qu'en fait que toutes vos unités qui ont la règle animal vaisselle vont maudire en fait entre guillemets les unités adverses contre lesquelles elles se battent. Et dès que votre adversaire va faire des 6 en résolution, et ben ils vont prendre un point de vie supplémentaire. Autre effet qui se coule de son action de suprématie, une fois dans la partie, vous allez pouvoir le déclencher et toutes les unités de la Warband du Xiliarque vont pouvoir avoir le droit de faire 2 actions de clash. Oui, 2 actions de clash. Normalement, c'est interdit par les règles, mais là, le Xiliarque va vous autoriser sur un tour à ce que les unités de sa Warband uniquement puissent faire 2 actions de clash dans le même tour. Donc concernant sa Warband, le Xiliarque va avoir accès aux centaures Prédomoï qui ne sont pas encore disponibles. Et en unité disponible actuellement, il y a les légionnaires et les gardes prétoriens qui sont du Manstein. Alors que pour les prêtres, vous vous rappelez, la plupart du temps c'était pas accessible ou alors du restreint. Et là en restreint, il va y avoir les Athanatoi et les Varanguard Guard. Alors ça n'est pas encore sorti, mais ça arrive bientôt, c'est dans les précos actuellement. Donc ça va débloquer pas mal de choix. En retenue, il a accès à la Regalia of Dominion et aux retenues de combat. Et bien entendu, pas aux arcanes, c'est pas un magot. Et le Dark Blessing, à l'inverse des sorciers, lui il n'a pas accès à l'arcanique, mais il a accès au tactical et au combat. Donc clairement, on voit bien que c'est un combattant et il est là pour découper du monde avec son petit épée. Donc, parlons équipement, donc le Xiliarque, là je l'équipe pour 135 points avec la Calamitas Blade of the Calesor, c'est un trésor, et le Dark Blessing Gladiator. Le Gladiator va lui permettre d'avoir plein de petites règles sympathiques comme le Deadly Blade, la fleurie et le pari, la parade. Donc en fait le fleurie va relancer tous les jets pour toucher, le Deadly Blade il va faire que quand votre adversaire va faire un 6 en défense, il va prendre 2 points de vie au lieu d'un, et la parade fait qu'il va faire relancer les 1 pour toucher à ses ennemis au contact de lui. Ensuite la Calamitas Blade of Calesor, elle va tout simplement lui donner plus une attaque et plus un enclive. Donc là vous avez un personnage qui commence à tabasser pas mal. Donc là il a 135, donc ça reste un prix correct. Maintenant si vous voulez le faire encore plus, le buffer encore plus, et bien vous lui mettez les 3 retenues. Tout simplement, la retenue niveau 1, 2 et 3. Ça va lui permettre d'avoir plus 1 en point de vie, d'avoir encore plus une attaque, donc de le monter à 7 attaques, et d'avoir encore plus 1 en clash et plus 1 en cleave, ce qui va le passer du coup à cleave 4 de base, à clash 4 par contre de base, et cleave 3. Donc ça commence à pas déconner du tout. Là le mec il va pas enfiler des perles, hein, ça c'est clair. Par contre cette attaque cleave 3 clash 4 de base ça se paye, hein, là ça le monte à 195 points. Donc voilà, c'est vraiment une optique si on veut des gros persos qui tapent et très cher, mais sinon en mode plus locaux 135 c'est un coût qui reste correct et il est déjà assez menaçant. Donc continuons avec un deuxième personnage de corps à corps, le Stratégos pour 85 points en slip. C'est un infanterie de classe médium, il a 5 en mouvement, 0 en volée, 3 clash, 4 attaques, 5 points de vie, 2 en défense et 1 en esquive. Donc il va avoir comme un règle spé, l'animé de vaisselle et le bouclier. Donc le Stratégos à pied, si votre général il a la même règle que le Xiliarque, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de passer au tier 4. Et ensuite, en second temps, une fois par partie, vous pourrez l'activer
pour dire que pendant le tour complet, tous les amis, donc toutes les unités de votre armée, vont pouvoir faire une reformation gratuite et en plus compter un tiers au-dessus de celui que vous êtes réellement au niveau de pile de sombre pouvoir. Donc, concernant sa warband, dans Mainstein, il va y avoir les Athanatoi qui sont actuellement en préco, les légionnaires qui eux existent et les centaures prodromoi qui ne sont pas encore sortis, et en reste un, les cataphractoi, la cavalerie lourde et les Praetorian Guard qui eux existent également. Donc l'avantage du stratego, c'est qu'il n'y a qu'une seule unité pour l'instant qui n'existe pas et une en préco, donc vous êtes assez libre au niveau des unités que vous pouvez prendre. En retenue, il va avoir accès aux retenues de la Regalia of Dominion et les combats. Bien entendu, pas accès aux arcanes, c'est pas un sorcier. Et le Dark Blessing, pareil, le tactique et le combat. Donc après, concernant les équipements, je vais pas revenir dessus parce qu'il a accès grosso modo au même type d'équipement que l'auxiliarque. Donc vous pouvez en faire une bonne brute de corps à corps qui sera un peu moins perf que l'auxiliarque parce que lui n'a pas le cleave 1 de base. Par contre, il est un peu plus tanky du fait qu'il ait un bouclier. Donc à la limite, moi perso, j'orienterais plus le stratégos sur les aptitudes qui lui permettent d'avoir des boosts en duel et d'en faire un personnage de duel du fait qu'il est plus résistant que l'auxiliarque. Il va taper un petit peu moins fort, mais être un peu plus résistant. Donc le stratégos monté, c'est un personnage à 100 points, donc c'est le même que la version à pied, sauf que là il est en classe médium parce qu'il est sur cheval. Donc la mouvement 7, 3 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en défense et 1 en esquive. Il est meilleure défense native, mais c'est normal, il est sur un cheval. Et en règle spé, il va avoir grosso modo les mêmes que son frangin à pied, sauf qu'il va avoir le brutal impact 2 et l'impact 2. Ça c'est du fait que ce soit un cavalier. Alors concernant sa warband, en Mainstein, il va avoir accès aux figurines déjà sorties aux légionnaires. Et en préco, du coup, les Athanatoi et les centaures prodromoi qui ne sont pas encore dispo. Et en restreint, les cataphractoi et les Praetorian Guard. Mais bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un cavalier. Donc clairement, on va prendre des légionnaires parce que le légionnaire, c'est la base. Ou les Athanatoi quand ils seront dispo dans le mois de mars. Et sinon, vous prendrez forcément du restreint pour aller avec, parce qu'il lui faut un régiment qui peut le rejoindre. Et à l'heure actuelle, il n'y a que les cataphractoi. Et clairement, c'est un personnage d'impact, vous allez voir. Donc on a envie de le mettre dans de la cavalerie, et la cavalerie lourde, elle est très bien pour ça. Alors concernant les retenues, il a accès à aucune retenue. C'est un personnage à cheval, donc du coup il n'a pas accès aux retenues, qui sont réservées aux personnages à pied. Et il a aussi accès au Dark Blessing, du coup au tactical et au combat. Donc pour le perso, donc moi je l'équiperais, je serais fortement intéressé pour l'équiper, de le monter à 145 points, équipé avec un trésor qui serait le Calamitas Blade of the Calesor, qui lui donne plus une attaque et plus 1 en cleave. Donc ça le monte à 6 attaques et cleave plus 1, donc c'est quand même pas mal. Et en Dark Blessing, lui mettre le Gladiator. Le Gladiator, pour rappel, c'est le même qu'on avait mis sur l'auxiliarque au début, qui lui donne la règle fleurie, donc relance tous les jets pour toucher. Le Deadly Blade, qui va faire que votre adversaire va prendre 2 points de vie au lieu d'1 quand il va faire des 6 en défense. Et la règle parade, qui va faire que votre adversaire va relancer les 1 pour toucher, en action de clash ou en duel. Moi je serais tenté de mettre ça parce que c'est un personnage qui a quand même pas mal d'impact. Donc mine de rien, 6 attaques. Quand il impacte, c'est la cavalerie, la brutal impact 2 avec 2 impacts. Donc il fait 2 touches d'impact à -2 en sauvegarde. Derrière avec le terrifiant 1, il passe avec le cleave. Il a un bon tanking avec son 3 en défense qui passe à 4 de face avec le bouclier. Donc voilà, on est à 145 points, on reste sur un coup quand même assez raisonnable. Après, il y aura une autre possibilité dans les trésors, éventuellement, c'est de lui mettre plutôt le trésor en arme qui est l'Anastegma Brand of the Fightless. Pas évident à dire, désolé pour l'accent. C'est une arme qui est réservée aux auxiliaires et aux stratégos, donc lui il y a accès en tant que stratégos. C'est une arme qui fait qu'à chaque fois que votre adversaire va rater un jet de défense, vous allez infliger 2 tests de morale au lieu d'1. Donc ça peut être intéressant parce que ça sera à la place de la Calamitas, donc vous allez sacrifier une attaque et un cleave 1 pour avoir celle-là. Elle coûte un petit peu plus cher, mais il n'y a pas énormément d'écart. Par contre, c'est vrai qu'étant donné que vous avez un terrifiant 1, vous allez réduire le moral de votre adversaire, donc faire 2 morales au lieu d'1 pour chaque blessure qu'il va faire. Entre ces 5 attaques et ces 2 touches d'impact à -2, je pense qu'entre les 2 armes il y a débat, faut tester. Je pense que moi au départ je partirais sur celle-là pour la tester parce qu'elle me paraît quand même vraiment sympathique. Et pour finir cette revue sur les personnages des Old Dominion, on a tapé dans le dur avec la Fallen Divinity pour un coût de 300 points. Donc c'est à l'heure actuelle la figurine la plus chère du jeu. Donc c'est un monstre qui est de classe légère, qui a 4 en mouvement, 2 en volée, 2 en clash, 8 attaques, 10 points de vie, 2 en défense et 3 en évasion. Alors là, quand on voit ces stats brutes, on se dit c'est une grosse merde. Clairement, faut pas se mâcher les mots. Pour 300 points, quand on voit les règles qu'elle a, c'est de la daube. En fait, pas du tout.
Précision, son nom, Fallen Divinity tier 1. Donc en fait, elle a 3 tiers différents. Et elle va s'améliorer, elle va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure de la partie en fonction du nombre que vous allez avoir dans votre pile de sombre pouvoir. C'est-à-dire que rappelez-vous, votre pile de jetons de sombre pouvoir, vous mettez des tokens dès que vous avez des stands de mort dans votre armée et ça va pouvoir augmenter au fur et à mesure, quand vous allez atteindre des paliers, l'entièreté de votre armée. Et bien la déesse, elle a la même chose, mais par contre, elle a sa pile de sombre pouvoir qui est propre à elle. Et vous allez avoir l'obligation d'allouer, quand vous avez la Fallen Divinity, d'allouer vous devez avoir 2 piles, donc vous devez soit allouer dans les piles de l'armée ou soit allouer pour elle. Sachant qu'il y a une doléance, les stands qui sont retirés, qui sont dans un certain rayon d'elle, dans les 10 pouces de mémoire autour d'elle, doivent obligatoirement être mis dans la pile de son pouvoir de la déesse. Donc à son tier 1, en règle spéciale, elle a l'animé de vaisselle, Blessed, Cleave 1, Flank, Font of Dark Power, Hardened 1 et Impact 4. Donc c'est pas fifou, mais vous allez voir en fait qu'elle va vite monter en puissance. Et quand elle arrive au tier 3, ça devient une très grosse brute. Et là, elle fait la partie. Donc en fait, il faut vraiment si vous la jouez, clairement, il va falloir optimiser et mettre le maximum de tokens sur elle pour qu'elle monte vite. Parce qu'elle reste fragile, elle a que 3 en évasion, 10 points de vie. Clairement, vous tombez contre un 5A un peu burné au tir, il a moyen de vous la one-shot en une phase. Si vous en rapprochez trop de ses tireurs. Donc il faut vraiment vite la buffer. Et vous en serez très content parce que vu les stats qu'elle va avoir après. Donc dans sa règle spé avec les stats qu'elle a, donc ça fait 8 attaques à clash 2 qui vont faire -1 en sauvegarde via le cleave 1. Et avec la règle Blessed, vous allez pouvoir relancer, dans le tour vous devez choisir si vous relancez tous vos jets pour toucher ou soit tous vos jets de défense. Là clairement elle a une meilleure esquive que sa défense. Donc en règle générale on va plutôt relancer ses jets pour toucher, donc vous allez toucher à 2 mais tout relançable. Le flank fait que elle va pouvoir rentrer automatiquement au tour 1 parce que vous avez le choix de ne pas lancer le dé, de la faire rentrer auto, sachant qu'elle est légère. C'est pour ça que c'est un monstre léger en fait, pour qu'elle puisse rentrer au T1. Le Font of Dark Power, c'est ce que je vous expliquais avant. C'est le fait qu'en fait, quand il y avait une unité ennemie avec la règle Animate V7 qui décède, enfin un stand qui décède dans les 10 pouces autour d'elle, vous avez l'obligation d'allouer le token dans la pile de sombre pouvoir de la déesse. Ensuite, le Hardened 1, ça veut dire que vous allez déprécier l'armor piercing ou le cleave des adversaires de 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'impact 4, quand elle va vous rentrer dedans, elle va vous mettre 4 touches auto. Enfin, 4 attaques supplémentaires sur le mouvement. Donc quand elle passe tier 2, vous voyez ses stats déjà échangent, elle passe à 600 mouvements, 3 en volée, 3 en clash, 10 attaques, 12 points de vie, 3 en défense et 2 en esquive. Vous voyez, toutes ses stats augmentent. Sauf l'esquive qui devient moins forte, mais sa défense augmente. Donc bon. Et vous allez voir, vu ses règles spé, c'est pas un mal. Ses règles spé aussi au tier 2 augmentent, donc bien entendu elle a toujours les mêmes, sauf qu'elles vont être de plus en plus fortes en fait. Le cleave passe à 2, le hardened passe à 2, l'impact passe à 5, et le terrifiant passe à 2. Et elle gagne la règle instoppable, qui fait que pour rappel, vous relancez les jets de charge ratés. Donc là on commence déjà à avoir un monstre en termes de stats qui est déjà plutôt burné. Hein. Vous voyez, cleave 2, hardened 2, donc il va déprécier de 2 le cleave et l'armor piercing de vos adversaires. D'où c'est pour ça que le défense 3 en fait contre esquive 2 maintenant est presque plus intéressant, et même plus intéressant qu'avant, parce que du fait qu'elle réduise de 2, en fait elle commence à avoir une bonne défense. Donc ça commence à causer. Mouvement de 6 c'est encore un petit peu léger, mais ça commence à être plus que correct. Donc là on commence à avoir un monstre qui va commencer à faire peur. Donc petite précision aussi et non des moindres, quand elle passe tier 2, la Fallen Divinity, vous allez utiliser du coup son nouveau profil. Si jamais elle avait perdu des points de vie, elle va se soigner de 4 points de vie. Par contre, vous gardez les blessures que vous aviez. Donc admettons que vous aviez perdu 2 points de vie, donc vous étiez à 10 au départ, vous étiez tombé à 8. Vous avez du coup avec son nouveau profil, repassé ce nouveau profil, enlevé les 2 points de vie que vous avez perdus et vous vous soignez de 4. Et sa règle aussi qui fait qu'elle absorbe les tokens n'est plus à 10 pouces mais passe à 14 pouces. Le Front of Dark Power est étendu à 14 pouces. Et comme si ça suffisait pas, à partir du tier 2, toutes les unités alliées avec la règle Animate Vessel qui sont dans les 10 pouces autour d'elle vont avoir +1 à leurs caractéristiques d'attaque. Donc au tier 3, notre petite dame, pareil, elle va se re-soigner et vous allez utiliser son nouveau profil et vous allez soigner de 6 blessures. Tout bien sûr, vous gardez les blessures qu'elle avait perdues, mais elle va quand même se soigner de 6 et remonter à son profil que vous allez voir qui envoie du lourd. En plus de ça, toutes les figurines amies, toutes les unités alliées amies dans les 10 pouces d'elle qui ont la règle Animate Vessel vont gagner +2 à leurs caractéristiques d'attaque et gagner la règle Dauntless. La règle Dauntless fait que en fait, votre unité ne peut plus être brisée et elle est toujours considérée comme étant inspirée.
Il y a quand même une contrepartie à tous ces buffs là qu'elle apporte à votre armée, c'est que les unités qui sont aussi à 10 pouces de la Fallen Divinity, eh ben, elles vont subir 4 blessures quand vous finissez votre activation. Donc bon, après c'est une armée qui peut se soigner beaucoup, donc c'est pas trop gênant, mais vu les buffs qu'elle apporte, franchement, moi je prends. Donc voyons maintenant ses caractéristiques au tier 3, et là ça envoie du lourd. Elle a toujours les mêmes règles encore une fois, et par contre elle devient de plus en plus forte, et là elle a son apogée. En tier 3 elle va passer mouvement 8, volet 4, clash 4, 12 attaques, 15 points de vie, 4 en défense et 1 en évasion. Donc c'est une évasion descend encore, pour sa défense augmente encore. Mais en fait, elle est de plus en plus résistante et elle tape de plus en plus forte. Elle passe Brutal Impact 3, Cliff 3. Elle a toujours le Hardened à 2, l'impact à 5. Sauf que de tout à l'heure, elle faisait 5 impacts, mais elle n'avait pas de Brutal Impact. Là, elle passe directement Brutal Impact 3, donc elle va faire 5 touches d'impact à moins 3 en sauvegarde. Elle passe Terrifiant 3, donc moins 3 à la résolve de l'adversaire, c'est énorme. Elle devient tenace et elle a toujours la règle Unstoppable. Donc là, dans cette version-là, quand vous arrivez à la monter au tier 3, vous avez une grosse brutasse de corps à corps. Elle a un mouvement de fou, 8 pour un monstre, ça commence à être énorme. 4 en clash, donc elle va toucher à 4. Dès que vous allez pouvoir l'inspirer, elle va monter à 4 en lançant les 6. Parce que rappel, vous ne pouvez pas monter à 5. Enfin, elle a 12 attaques, ça envoie du lourd. C'est une très très bonne déesse. Les mots sont dits, c'est une déesse les gars. Faut l'avoir en compte, c'est que c'est une déesse, donc c'est normal qu'elle soit bien burnée. Et pour finir, si vous restez quelques points dans votre liste d'armées, vous pouvez encore la buffer, parce qu'elle a accès au Dark Blessing, et elle a le droit d'en prendre jusqu'à 3. Donc faites-vous plaisir, si vous avez des points en rab, vous pouvez la monter à 350, 360 points, et prendre plein de petites boîtes à outils supplémentaires, comme si ça suffisait pas, ces stats purs, quand on est au tier 3. Donc alors c'est clair qu'elle est très très chère, elle est très très forte, mais bon elle a un coût. Elle a un vrai coup parce qu'en fait il va falloir vraiment axer votre armée autour d'elle. Si vous voulez la jouer et la rentabiliser, il faut vraiment construire sa liste autour et prévoir des unités sacrifiables pour la buffer rapidement, pour monter sa pile de son pouvoir. Il faut bien prendre en compte que si vous montez elle, vous ne monterez pas le reste de l'armée. Donc c'est un vrai choix en fait quand vous allez jouer cette figurine là, que toute votre armée va tourner autour. En même temps c'est logique, c'est une déesse, c'est la déesse de Old Dominion, donc c'est normal qu'elle prenne autant de place dans votre armée et sur la table. Donc elle est très forte, mais elle a un coût. Mais le jeu veut la chandelle, comme on dit. Alors, petite précision que je n'avais pas donnée, c'est que quand vous jouez la Fallen Divinity, c'est forcément votre général. Vous n'avez pas le choix, et ce qui est normal, c'est la déesse. Donc c'est complètement logique dans le fluff, dans le lore, dans ce qu'on veut que ce soit notre grande patronne. Concernant sa Warband, la Warband, elle a accès en Manstein au Buckshephalite, au Centaur Kess, au Kenafor et au Caryatide. Et en restreint, elle a le droit à rien. Alors, c'est pas trop gênant parce qu'elle est autosuffisante. C'est un monstre personnage, donc en fait vous pouvez la jouer et vous n'avez pas l'obligation de mettre d'unité avec elle parce que un monstre ne peut rejoindre aucune unité. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer d'unité avec elle. Par contre, elle vous quand même permettre de débloquer les Kenafor, les Caryatides qui sont déjà sortis. Et quand les Buckshephalite et les Centaurs seront sortis, bah, vous pourrez les jouer. Voilà fini pour cette petite revue au niveau de les règles génériques de l'armée et des personnages qui la composent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais les faire en plusieurs fois les vidéos en fait parce que là on est déjà sur une vidéo qui tourne autour d'une demi-heure et je reste dans le format que je me suis contraint à faire sur la chaîne pour pas avoir des vidéos trop lourdes. Donc je vais pas expliquer tout le livre d'armée complet dans la même, sinon il y en aurait pour 2 heures. Et pour moi c'est indigeste. Donc la deuxième partie, ça sera, on va attaquer par les unités légères. Et les unités moyennes, je pense, c'est lourd. On va faire les unités, il y en a pas 15 000, donc je verrai comment ça tient en termes de durée. Mais en fonction des armées, je ferai comme ça. Donc les personnages d'un côté, avec les règles génériques de l'armée. Et après, soit par unité légère, unité moyenne et lourde, en fonction de la quantité d'unités qui existent. Je pense notamment aux 100K, qui ont quand même beaucoup d'unités, un gros panel d'unités. Donc je ferai peut-être une vidéo pour les légères, une vidéo pour les moyennes, et les lourdes avec, parce qu'il n'y en a pas 15 000 non plus. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à plus pour la suite. Si vous voulez voir la suite du livre OD, ce sera la prochaine vidéo à sortir. Bien entendu, je ne vais pas attendre 6 mois pour les sortir, elles vont s'enchaîner à quelques jours, une semaine d'intervalle maximum.